Puis-je vous demander quelque chose? Certainement. On s'en fout de ce que tu dis. Bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Lentement mais sûrement, je continue de m'occuper de la saga A Nightmare on Elm Street, plus connue sous le nom de saga Freddy Krueger. Et si je compte bien, nous en sommes déjà au 3e épisode. Donc, trêve de mondanité et dirigeons-nous vers la critique de ce 3e épisode de la saga des Griffes de la Nuit, les Griffes du Cauchemar. En plus, j'ai sorti la petite chemise, j'ai été me coiffer et tout, on est d'attaque. Les Griffes du Cauchemar ou A Nightmare on Elm Street 3 Dream Warriors en version originale est un film d'horreur américain sorti en 1987 et réalisé par Chuck Russell, que vous connaissez peut-être pour Le Blob, sorti en 1988, ou surtout pour The Mask, sorti en 1994. Au niveau du casting, nous retrouvons évidemment le légendaire Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger, et j'étais bien sûr obligé de mettre cette photo. À ses côtés, un autre retour, celui de Heather Langenkamp dans le rôle de Nancy, qu'elle interprétait déjà dans Les Griffes de la Nuit. Sinon, nous avons quelques jolis noms à l'affiche de ce 3e opus, avec par exemple Craig Wasson, connu pour ses rôles dans Body Double sorti en 1984 ou dans Malcolm X sorti en 1992, ou même Patricia Arquette, qui deviendra extrêmement connue plus tard avec des œuvres comme True Romance sorti en 1993, Ed Wood sorti en 1994, Lost Highway sorti en 1997, ou encore pour son rôle principal dans la série Medium. Pour finir, nous pouvons même compter sur la présence de Laurence Fishburne dans un petit rôle que vous avez évidemment vu dans les films Matrix, dans Mystic River sorti en 2003 ou encore dans Predator sorti en 2010. De plus, nous pouvons compter sur le retour exceptionnel au scénario du créateur de Freddy en personne, Wes Craven, ce qui n'est pas pour déplaire au public, ainsi que celui de Kevin Yeager, célèbre pour son travail sur la poupée de Chucky, qui signe ici notamment les maquillages de Krueger. Fort d'un budget de 4 millions de dollars, il en rapportera près de 50 millions. Continuons donc la lancée initiée par le tout premier épisode. Au niveau critique, le film est plutôt bien coté, avec par exemple un bon 75% sur Rotten Tomatoes ou un 6 sur 10 sur Sens Critique, et il sera nominé dans pas mal de festivals pour plusieurs catégories différentes. Donc, ça sent bon pour ce 3e épisode de la saga de notre Freddy adoré. Du coup, pour une fois, on part plutôt du bon pied avec des critiques qui sont plutôt positives, et ça fait plaisir. Mais serons-nous d'accord avec ça ? Tout d'abord, avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir sur l'histoire en détail. Le film est sorti il y a longtemps, la plupart d'entre vous l'ont vu, mais je vais spoiler comme un porc dans cette vidéo. Donc si vous voulez d'abord voir ou revoir le film, ben faites et revenez après votre visionnage. C'est donc parti pour le scénario des Griffes du Cauchemar. Le film s'ouvre avec un montage musical montrant la jeune Kristen en train de réaliser une maquette ressemblant étrangement à la maison de Nancy des Griffes de la Nuit. Elle semble résolue à ne pas dormir, avalant des cuillères de café et enchaînant les canettes de Coca Light. Je me demande bien pourquoi elle ne veut pas aller dormir. Aurait-elle peur de faire un cauchemar? Je me pose beaucoup de questions. Après avoir été envoyée au lit par sa maman, qui ne paraît pas très à l'écoute de sa fille, elle s'endort et, bien évidemment, c'est la première apparition de Krueger, qui utilise des petites filles bien glauques pour l'appâter. Freddy est à la maison. Après un cauchemar particulièrement cauchemardesque, Kristen croit être réveillée, mais Freddy est en fait en train de se jouer d'elle, et parvient presque à prendre la vie de sa jeune proie en utilisant la plomberie. Mais heureusement, sa mère entre dans la salle de bain et croit que sa fille était en train d'essayer de se suicider. Cela lui vaudra un aller simple à l'hôpital de Westin au sein d'une unité psychiatrique pour adolescents spécialisée dans les troubles du sommeil. À peine arrivée, Kristen fait des siennes en piquant une crise, refusant de s'endormir en menaçant quiconque s'approchera d'elle. Et alors que, terrorisée, elle chante la fameuse comptine de Freddy, 7, 8, reste éveillé toute la nuit. Nancy Thompson, la surveillante du premier film et nouvelle interne à l'hôpital, entre dans la pièce et parvient à la calmer. Yes, bravo Nancy! Surpris par le talent de cette nouvelle interne, le docteur Gordon, responsable de cette unité psychiatrique, tombe sur une étrange nonne qui semble le fixer au milieu de la foule avant de disparaître mystérieusement. Avec un psychiatre pareil, tout le monde devient fou, ça paraît logique. Nancy commence donc son nouveau travail pour de bon et rencontre les adolescents dont elle sera désormais responsable. Ah, voici Philippe. Il l'appelle le noctambule. Pourquoi ça? Parce que je dors en marchant. Voici Philippe, on l'appelle le plombier. Pourquoi? Parce que je répare la plomberie.
Au moins comme ça, on ne pourra pas dire que son surnom n'est pas mérité. Un peu plus tard, Kristen se rendort et se retrouve à nouveau dans la maison de Nancy, qui était évidemment la maison de Krueger à la base. Et elle se fait attaquer par une fusion entre un pénis géant et Freddy qui tente littéralement de la dévorer. C'est alors que nous constatons que la jeune fille a un pouvoir particulier, elle est capable, lorsqu'elle est en plein rêve, d'appeler un ami et de le ramener directement dans ses songes. Ainsi, elle invoque Nancy contre son gré et les deux jeunes femmes s'en sortent in extremis. Après ces événements pour le moins mouvementés, Nancy participe à une thérapie de groupe avec tous les adolescents de son groupe qui se présentent tour à tour. Rapidement, on se rend compte que tous rêvent de Freddy Krueger, phénomène que les médecins interprètent comme une psychose de groupe, l'expression de leur culpabilité ou d'autres conneries de ce genre. Comme d'hab, les adultes ne veulent pas les écouter, ni même écouter Nancy, qui propose au Dr Gordon de leur faire ingérer un médicament qui supprime les rêves, ce que le médecin refuse. Pendant ce temps, Freddy refait des siennes, en tuant Philippe le noctambule de façon assez impressionnante, sous les regards horrifiés de ses camarades et en partie à cause de l'inattention du personnel. De nouveau, les médecins refusent d'écouter Nancy et les adolescents, mais au moins, Gordon est désormais d'accord de leur donner à tous ce fameux médicament, pas encore tout à fait convaincu, mais reconnaissant que la situation est étrange. Mais en attendant que le médicament ne soit commandé, c'est au tour de Jennifer de se faire tuer. Welcome to prime time, bitch! Lors de son enterrement, Gordon retrouve la fameuse nonne, qui prétend s'appeler Marie Helena, et celle-ci lui tient de drôles de propos, disant que le seul moyen de sauver les enfants est que les mauvais esprits trouvent le repos. Puis, elle disparaît mystérieusement à l'arrivée de Nancy, une nouvelle fois, mais Gordon ne semble pas s'en formaliser. De toute façon, les bonnes sœurs, ça sort de nulle part et ça disparaît comme par enchantement. J'ai vu ça dans la nonne. Nouvelle thérapie de groupe, cette fois-ci sans la directrice chiante de la section, où Nancy révèle au groupe qu'elle connaît Freddy, probablement mieux que personne d'ailleurs. Elle leur révèle que comme elle, leurs parents étaient parmi les tueurs de Krueger, et que celui-ci désire se venger de tous, les enfants de la rue Elm. Elle veut mettre à profit le talent de Kristen, et le docteur Gordon tente d'hypnotiser le petit groupe pour les forcer à s'endormir. Mais ça ne fonctionne pas, et le médecin pense que c'est parce que Nancy a tort. Sauf qu'évidemment, Freddy les manipule, et ils sont en fait tous endormis, capables de faire des choses extraordinaires. Pendant ce temps, Joey s'est faufilé en dehors de la pièce et croit vivre le meilleur moment de sa vie, moment qui se changera en cauchemar. Joey se fera capturer par Freddy, qui le gardera en otage pour forcer les autres à se rendormir et tomberont donc de nouveau dans le cauchemar. Ces événements auront des conséquences sur le Dr Gordon, qui se fera renvoyer, de même que Nancy pour avoir donné un médicament non autorisé aux adolescents. Une fois sorti de l'hôpital, Gordon rencontre à nouveau la bonne sœur, qui lui raconte une histoire sordide, celle d'une jeune stagiaire enfermée par erreur avec des fous dangereux dans un asile terrifiant qui l'ont séquestrée et violée à de nombreuses reprises. Et le résultat de ces viols fut la naissance de Freddy. D'après elle, pour se débarrasser de Krueger, il faut retrouver les restes de son cadavre et les enterrer en terre bénie. Du coup, Nancy et lui partent à la recherche du père de Nancy, le lieutenant Thompson, afin de le convaincre de les mener au reste du tueur, ce qui n'est pas évident, tant l'homme semble ravagé et agacé par cette histoire. Mais Gordon réussit à le convaincre de l'accompagner tandis que Nancy retourne à l'hôpital, où Kristen a été mise à l'isolement et donc susceptible d'être attaquée par Freddy dès qu'elle se rendormira. Elle réunit tous les adolescents afin de recommencer l'hypnose et de tous aller au secours de Kristen, ce qui fonctionne. Mais Freddy est un malin et il les sépare tous afin de pouvoir les affronter un par un. Car dans leur rêve, chacun des adolescents a un pouvoir spécial, leur permettant d'avoir une chance de s'en sortir. Malheureusement, Taryn se fait avoir, de même que Will. Les survivants arrivent à libérer Joey, mais Freddy est toujours là, et il ne les laisse pas partir. Il révèle alors que les âmes des enfants et ados qu'il a tués restent enfermées en lui et lui donnent de la force, mais il se volatilise juste avant d'achever Kincaid. En réalité, il disparaît car le père de Nancy et Gordon viennent de trouver ses restes dans le monde réel, ce qui provoque des phénomènes surnaturels dans la réalité, et il ira jusqu'à se matérialiser sous la forme d'un squelette, allant jusqu'à tuer le lieutenant Thompson et assommer le docteur. Une fois sa basse besogne accomplie, il retourne dans le rêve commun des ados pour finir le boulot. Il prendra l'apparence du lieutenant pour tromper Nancy et la tuer, réussissant enfin à vaincre celle qui lui avait échappé lors du premier film. Quelques secondes plus tard, Gordon termine enfin d'enterrer les restes du tueur et de réciter une prière, le faisant disparaître du cauchemar des ados. Mais trop tard pour Nancy. Adieu, camarade. Ce fut un honneur d'assister à tes prouesses. Les survivants assistent ensuite à son enterrement, durant lequel Gordon se rend compte que la nonne qui l'a aidé durant tout le film était en réalité la mère de Freddy, Amanda Krueger. Ça, c'est de la révélation, motherfucker! On va encore me reprendre sur ma prononciation. Merde. Le film se termine ensuite sur la maquette de la maison de Freddy faite par Kristen, dont des lumières apparaissent soudain à la fenêtre, signe que tout n'est peut-être pas terminé. Et voilà un résumé plutôt détaillé du troisième opus des aventures de Freddy Krueger. Finalement, c'est un peu comme si on l'avait revu tous ensemble, ça fait plaisir. Du coup, je vous propose qu'on analyse un petit peu tout ça, rapidement, je vous le promets. Le premier détail qui saute aux yeux avec ce film, c'est qu'enfin, on commence vraiment à exploiter le potentiel fantastique des rêves et des pouvoirs de Freddy.
Ici, Freddy change de forme à plusieurs reprises, ouvre diverses portes vers différents univers oniriques inconnus et affronte des adolescents qui ont enfin l'idée d'exploiter leurs propres rêves à leur avantage, ce qui nous donne pour la première fois de véritables affrontements. Du coup, cette formule aurait pu atténuer la peur du spectateur car on part tellement dans des délires surnaturels qu'on perd tout le côté pseudo-réaliste que la saga a adopté jusqu'ici. Et oui, c'est vrai, globalement, le film est beaucoup moins effrayant que le premier. Ici, l'horreur et la violence seront surtout esthétiques et quelques-uns des meurtres, notamment celui du funambule, sont particulièrement graphiques et mémorables. Il y a aussi le combat indirect que Amanda Kruger mène contre son fils et dans le seul personnage sur qui Freddy n'a aucune prise, le professeur Gordon, qui n'est pas un enfant de la rue Elm. Les révélations liées à ce personnage donnent pour la première fois une véritable dimension mythologique à Freddy, avec une explication un peu plus approfondie du mal qui est en lui. Désormais, il n'est plus seulement un tueur revenu d'entre les morts, mais bien un personnage touché par le mal dès la naissance, dont la dépouille n'a pas été respectée après la mort. Le combat montré par le film devient une véritable lutte entre le bien et le mal, Dieu contre le diable, avec comme enjeu l'avenir des adolescents, à savoir l'innocence même, qui ont beau se rendre compte de leur force, de leur véritable potentiel, n'ont finalement jamais leur destin entre leurs mains dans cette histoire. C'est donc le premier film de la saga à également inclure une dimension religieuse à son scénario, participant à l'iconisation de son croque-mitaine. Sinon, pour terminer, en gardant à l'esprit que les adolescents représentent bien l'innocence de l'enfance, on peut en déduire que même dans la saga originelle, j'entends par là avant le remake de 2010, Freddy était présenté comme un pédophile. Il suffit d'y voir les nombreux sous-entendus que le film tente de nous représenter. Quand il se transforme en espèce de gros ver, la forme phallique n'est pas due au hasard. D'ailleurs, à la base, il devait encore plus ressembler à un organe masculin, mais l'équipe avait peur de se faire censurer. Il y a aussi la scène avec Joey, où il se fait passer pour une femme très sexy pour abuser de lui, ce qu'il fait d'ailleurs, ou le moment où il drogue une jeune adolescente. En utilisant des arguments un peu tirés par les cheveux, la mort du funambule va également dans ce sens, alors qu'il manipule un gamin comme une marionnette pour en faire sa chose, son esclave, jusqu'à l'obliger à sauter. En reliant tous les indices, on peut donc déduire que ce cher Kruger a toujours été un pédophile, même si ce n'est pas explicitement dit et que ce n'est pas le remake qui a inventé cela. Même si celui-ci est beaucoup moins subtil, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, ok, faut que j'arrête de faire des promesses, j'arrive jamais à le faire rapidement. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé du film, en commençant par les aspects négatifs, car il y en a quand même quelques-uns. Bon, on va pas se mentir, le film a quelques séquences qui ont mal vieilli, la faute à une ambition un poil trop importante pour le budget et l'époque, probablement. La séquence du squelette en stop motion, par exemple, à la Harryhausen, est aujourd'hui vraiment dégueulasse, ou celle du lieutenant Thompson revenant parler à Nancy. Il y en a quelques autres, et elles gâchent un poil l'ambiance générale, malheureusement, déjà un peu affaiblie par le surplus de fantastique que la saga a commencé à connaître avec cet opus-ci. Le scénario souffre de quelques incohérences, ou du moins de zones d'ombre. On ne comprend pas très bien pourquoi ce squelette s'anime d'ailleurs, ni quelle est donc l'étendue des pouvoirs de Freddy en dehors des cauchemars, puisque d'après ce film, il dispose de quelques capacités dans le monde réel. D'ailleurs, la plus grosse incohérence est probablement due à la présence de Nancy, qu'on aurait pu croire morte à la fin du premier film. De plus, aucune explication ne sera donnée quant à son retour, on zappe juste la fin des Griffes de la Nuit comme on a zappé la revanche de Freddy, ce qui est plutôt une bonne chose par contre. Et c'est à peu près tout. Voici donc les problèmes majeurs que je reproche à ce troisième épisode. Et maintenant, ce que j'ai bien aimé dans cet épisode. Déjà, comme dit précédemment, le film joue enfin avec le potentiel fantastique des rêves. Enfin, Freddy utilise ses pouvoirs à fond, sans autre limite que l'imagination de ses créateurs. Et la plupart du temps, c'est assez bien fait, mis à part quelques exemples, comme ceux que j'ai cités plus tôt. En général, ces transformations sont super bien gérées et même plutôt impressionnantes. Malgré les incohérences que ça soulève, les retours de Nancy et de son père font du bien et permettent de remettre la saga sur des rails narratifs un tant soit peu continus, transformant le deuxième épisode en parenthèse. Il y a également une véritable passation de pouvoir très intéressante entre Nancy et Kristen, passation qui se reproduira plus tard, comme nous le verrons avec les critiques des prochains films. La mise en scène est efficace et plutôt bonne. On utilise très bien les différents décors allant de l'hôpital aux antres infernales de Freddy, dont chaque élément sera utilisé par le film de façon pertinente. Les acteurs sont pour la plupart assez convaincants, ce qui mérite d'être souligné, tant les slashers nous habituent à des prestations bancales d'habitude. En même temps, beaucoup des noms de cette distribution deviendront plus tard connus avec le temps, et ce n'est pas dû au hasard. Leurs prestations ne sont pas étrangères à l'attachement que leurs personnages provoqueront, à nouveau un élément intéressant à souligner dans un slasher, c'est rare. L'idée de donner aux victimes une manière de se défendre était excellente et change un peu les enjeux du film. Ça limite un peu la peur que le métrage provoquera, mais ça a dupliqué mon intérêt pour l'intrigue, qui nous emmenait pour une fois plus ou moins en terrain inconnu. Ce qui m'amène à vous parler du scénario, surprenant, riche en rebondissements et en innovations, tout en restant assez proche du premier opus pour ne pas non plus trop nous dépayser. Il est assez difficile ici de savoir qui va survivre et qui va mourir parmi les personnages, et particulièrement ceux qui affronteront le dernier acte, et c'est appréciable, car faute de peur, ça instaure un véritable suspense. Enfin, Freddy est ici vraiment à son avantage et au centre de l'intrigue.
Nous avons de véritables infos sur sa nature, ses origines, et le film en fait un véritable démon. De plus, Robert Englund est en forme, et son personnage nous délivre quelques-unes de ses plus belles punchlines, ce qui augmente toujours considérablement le taux de fun des films de la saga. On a aussi quelques meurtres très imaginatifs, et notamment l'un des plus cools de toute la série, à savoir celui du funambule, juste ouf visuellement parlant. Malgré tout cela, les apparitions de Freddy sont assez mesurées, ce qui empêche le spectateur de s'y habituer et de s'en lasser. Pour tous ces arguments, je dis oui, oui, oui. Et voilà, il est désormais temps de se diriger vers la conclusion de cette vidéo, pour laquelle je serai vraiment bref parce que je crois que j'ai été assez complet dans mon analyse, pour une fois. Pour moi, c'est avec ce film que la saga a véritablement acquis sa dimension mythique. C'est tout simplement mon film préféré de la série Freddy, même si son côté un peu nanardesque pourrait déplaire à certains fans du premier opus, ce que je pourrais tout à fait concevoir. Ce film a ouvert une porte, celle du fantastique horrifique à outrance, la possibilité pour les réalisateurs d'exploiter des pouvoirs infinis pour retranscrire même leurs idées les plus folles en plan de cinéma. Cette porte sera d'ailleurs empruntée par d'autres personnages par la suite, tels que le Wishmaster ou Leprechaun pour ne citer qu'eux. Évidemment, le reste de la saga des Griffes de la Nuit marchera sur cette race, mais pas toujours de manière optimale. C'est ce que nous continuerons à voir en analysant les autres films un par un. En attendant, je ne peux que vous conseiller de regarder ce film si ça n'est pas encore fait. Ses personnages principaux sont tous devenus iconiques, mis à part peut-être le Dr Gordon bizarrement. Un film culte, presque autant que le premier opus, mais pour des raisons totalement différentes. Oui, j'en suis fou. Et voilà, c'est déjà la fin de cette critique glauque. Alors évidemment, j'espère que vous aurez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le manifester par un petit pouce bleu, un commentaire, voire même à vous abonner à la chaîne. Pourquoi pas. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux ou me faire un petit don sur Tipeee. Voir si vous n'avez pas de sous mais que vous voulez me soutenir. Juste regarder une petite pub sur mon Utip. Ça m'aidera énormément. Également, exceptionnellement, il n'y aura pas de live ce dimanche car je serai à Montpellier pour voir des amis. Donc ce sera un petit peu difficile pour moi de faire un live, donc il est reporté à la semaine d'après. Ne m'en veuillez pas, mais en tout cas je penserai très fort à vous. Oui, je suis comme ça. On se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo.